Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Mathias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Michaela Wiegel, correspondante en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro, un numéro double, a pour titre « Ces femmes qui résistent ». Il est chapeauté ainsi « Afghanistan, Iran, États-Unis, à l'heure où les droits des femmes semblent attaqués de toutes parts et où le retour de bâton réactionnaire fait craindre le pire, portrait de ces résistantes qui partout dans le monde se battent pour leur liberté ». Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu dimanche prochain, le 16 mars. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Mercredi, nous mettrons en ligne notre troisième et dernière conversation avec Stéphane Le Rouge, connaisseur et passionné de la musique de film et co-auteur d'un livre sur et avec Michel Legrand, qui sera le sujet principal de notre échange. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner gratuitement, et vous le recevez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. N'oubliez pas que vos contributions sont le carburant qui nous permet d'avancer. Intéressons-nous d'abord au débat français sur l'Ukraine. Après l'altercation dans le bureau ovale le 28 février, le président de la République continue de préparer les esprits à l'idée d'un nouvel effort de guerre et de changement de doctrine pour les armées françaises. Depuis 3 ans, les Russes dépensent 10% de leur PIB dans la défense. On doit donc préparer la suite, alerte Emmanuel Macron. Il fixe un objectif autour de 3 à 3,5% du PIB contre 5,4% en 1960 pour les dépenses militaires, la loi de programmation 2024-2030 ayant prévu une enveloppe de plus de 400 milliards d'euros pour les armées sur 7 ans. La défense est donc le deuxième plus gros budget du pays. Lundi, le Premier ministre a évoqué une situation historique, la plus grave, la plus déstabilisée et la plus dangereuse de toutes celles que notre continent ait connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est ensuite félicité que pour l'honneur de l'Europe, le président Zelensky n'a pas plié, ce qui a suscité les applaudissements des députés, sauf ceux du Rassemblement national et de leurs alliés siotistes. La présidente du Rassemblement national a indiqué que son parti ne pourra jamais du groupe Rassemblement national, que son parti ne pourra jamais soutenir une chimérique défense européenne, pas plus que l'envoi de troupes françaises combattantes sur le sol ukrainien, ce qui, selon le ministre des Armées, n'est pas envisagé. Marine Le Pen s'est aussi dit opposée au partage de la dissuasion nucléaire française avec les Européens, tandis que ses fidèles moquaient l'alarmisme du président de la République. Le patron des députés macronistes, Gabriel Attal, estime qu'il faut accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine au 27, augmenter le soutien militaire et revoir la position française sur les avoirs russes gelés afin d'aider Kiev. Le président du groupe socialiste Boris Vallaud et la présidente du groupe écologiste Cyrielle Châtelain ont aussi réclamé la confiscation de ces avoirs russes, ce que le ministre des Affaires étrangères a indiqué ne pas envisager pour le moment. Pour la droite républicaine, la France doit faire évoluer le format de ses armées conventionnelles en sécurisant les industriels, en drainant l'épargne des Français et en créant une finance de guerre qui permette de recapitaliser nos entreprises. Cette approche n'est pas celle des communistes. Leur orateur Jean-Paul Lecoq, qui a dénoncé la surenchère guerrière d'Emmanuel Macron et la hausse des dépenses liées à la défense, a préféré prôner une solution diplomatique. À LFI, on dénonce une manœuvre du président pour faire payer l'effort de défense par une réduction des dépenses sociales. Avant le discours d'Emmanuel Macron mercredi, 77% des Français se disaient d'accord pour davantage d'investissements dans la défense, selon un sondage Odoxa, mais seuls 49% maintiennent qu'il faut soutenir l'Ukraine, même si cela a des conséquences sur notre économie. C'est 12 points de moins qu'en 2022. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, je vais d'abord commencer par le débat au sein de la classe politique et ensuite dire quelques mots sur l'opinion. Mais je dis déjà que moi, l'opinion m'apparaît beaucoup plus raisonnable et consensuelle que nos élites politiques. D'abord, le débat politique français sur l'Ukraine montre à quel point
la classe politique est nombriliste. Ça fait 6 semaines que Donald Trump est au pouvoir. 3 semaines qu'il a complètement bouleversé les tenants et aboutissants de la sécurité européenne et de la France. Or, il a fallu attendre le 3 mars pour qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, et encore, c'est parce que le président l'a sollicité. Et donc, on a l'impression que la classe politique française veut absolument rester dans son vase clos et que tous les bouleversements de la Terre ne suffisent pas à la faire sortir de ces querelles politiciennes internes. Ça, c'est quand même très frappant quand on voit le débat dans les autres pays européens, à quel point les Français sont hors du monde. Deuxième remarque générale, la classe politique, le débat au sein de la classe politique montre que tous ces partis sont totalement pavloviens. C'est-à-dire, quand on regarde les déclarations des uns ou des autres, il n'y a jamais aucune surprise. On est dans un système de bouleversement phénoménal du monde. Même l'Union européenne est en train de changer ses règles pour s'adapter et Dieu sait que l'Union européenne est quand même conservatrice, mais la classe politique française continue, comme en 40, à ressortir ses arguments traditionnels. Alors pour les uns, c'est de la faute de Macron parce qu'on l'avait toujours dit, il est va en guerre, etc. Pour les autres, oui, aux dépenses de guerre, mais il ne faut pas que ça augmente les dépenses sociales. Pour les troisièmes, non à tout, ça c'est Madame Le Pen. Et donc on n'a aucune réflexion nouvelle, créative dans ce débat politique français. Je trouve ça absolument sidérant. Et troisième point qui me frappe, c'est à quel point la classe politique, enfin une partie de la classe politique, les extrêmes de gauche et de droite, sont sensibles à la nouvelle idéologie trumpienne, c'est-à-dire l'opposition entre la paix et la guerre. Au débat à l'Assemblée, on a vu, il y a le camp de la paix, Marine Le Pen et LFI, et qui accusent les autres de faire partie du camp de la guerre. Or, ça, c'est le débat dangereux par excellence, parce qu'il met entre parenthèses la défense de la démocratie, et la classe politique, voilà, les extrêmes rentrent dans ce débat sans que les autres leur rappellent qu'il y a quand même la démocratie qui est en jeu. Ça, c'est les points un peu généraux. Vous l'avez dit, Philippe, ensuite. Mais on peut simplement remarquer que, dans le détail, le nouveau Front populaire achève sa destruction, puisque le Parti socialiste est passé complètement du côté du centre et de ce que dit notamment Gabriel Attal. Marine Le Pen est vissée dans ses 4 noms. Non à l'Ukraine dans l'OTAN, non à l'Ukraine dans l'Union, non à la défense européenne, non à l'extension de la parapluie nucléaire français. Et elle ne propose évidemment strictement rien. Et on remarque aussi, toujours pour rester dans ce détail, que le Parti communiste a vraiment bizarrement reprend de ce qu'on appelait dans les années 50 le mouvement de la paix, reprend absolument ce terme du pacifisme contre les bellicismes, ce qui me surprend de la part d'un parti qui avait été peut-être un peu plus intelligent ces dernières semaines. Quand on regarde maintenant, donc un débat politique qui est, à mon sens, convenu, nombriliste, sans intérêt. Aucune idée nouvelle, je ne parle même pas des LR, absolument rien. Quand on regarde maintenant l'opinion publique française, alors il y a plusieurs sondages, c'est très difficile mais enfin quand même, le dernier sondage qui est celui d'Elab, qui a été fait le 4 mars dernier, donc très très récemment, on s'aperçoit que premièrement, il y a une constance dans le soutien à l'Ukraine. Alors, c'est vrai que ça diminue un petit peu, mais dans le sondage ELAB, 64% sont pour maintenir le soutien et 20% sont même d'accord pour dire qu'il faut l'augmenter. Les seuls qui veulent réduire, c'est les partisans du RN et de la LFI. Deuxièmement, il y a une vraie intelligence de la situation dans l'opinion publique. 73% des gens considèrent que les États-Unis ne sont plus un allié. Incapables d'entendre ce genre de choses dans les débats à l'Assemblée nationale. Et 76% sont inquiets de la propagation du conflit en Europe. Très peu sont inquiets pour la propagation du conflit en France, mais en Europe. Et là-dessus, il y a un consensus absolu, quelles que soient les préférences partisanes. Troisièmement, les Français sont réalistes. 68% sont contre les troupes combattantes, mais qui aurait envie d'envoyer ces hommes à la guerre. Et 67% sont pour des troupes dans une opération de maintien de la paix après un accord, ce qui paraît extrêmement raisonnable. Et enfin, ça c'est le point le plus
intéressant. Les opinions sont très partagées sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à la France. Vous en avez un tiers qui est pour l'entrée de l'Ukraine dès maintenant, un tiers qui est pour l'entrée de l'Ukraine après la guerre et un tiers qui est contre maintenant ou après la guerre. Et donc, on voit que, je terminerai en disant, nous n'avons pas forcément la classe politique que l'opinion mérite. Matthias Feckel. Nicole a dit énormément de choses, alors peut-être quelques aspects en complément. Bon, d'abord, c'est tout à fait naturel qu'il y ait un débat, puisqu'on parle du débat français sur l'Ukraine, à un moment de bouleversement complet. C'est-à-dire que les pays européens sont en train de basculer dans autre chose, dans un état économique et social qu'on n'a pas connu sans doute depuis l'après-guerre. Et il est très important que les opinions publiques, les citoyens s'approprient cela. C'est déterminant parce que dans les années, peut-être dans les décennies qui viennent, en tout cas dans les années c'est certain, tous les repères que nous avons connus les uns et les autres ne valent plus. Notre plus grand allié n'est plus un allié, en tout cas durant l'administration actuelle, c'est pour le moins plus un partenaire fiable, et je crains que ce soit une manière trop polie de dire les choses. Et puis, l'économie de guerre dont parle le ministre de la Défense, le président de la République, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout va continuer comme avant. Il y a besoin d'une mobilisation citoyenne extrêmement forte et de comprendre, je crois que tout le monde l'a parfaitement compris d'ailleurs, que nous sommes dans un monde dangereux et dans un monde nouveau. Alors, je crois qu'il y a deux choses, il ne faut pas se tromper et il faut être à la hauteur. Ne pas se tromper, ça veut dire regarder où sont nos intérêts stratégiques essentiels, comment nous défendons à l'avenir nos valeurs, les grandes valeurs occidentales, y compris la conception européenne de la liberté d'expression, qui n'est pas du tout la même conception qu'aux États-Unis, qui est une liberté d'expression forte, encadrée par des lois, qui ne permet pas de dire n'importe quoi, qui ne permet pas d'insulter impunément, de diffamer, de dire des choses racistes et antisémites, etc. Parce que la liberté d'expression à l'américaine poussée à son terme, c'est le libre port des armes pour tout le monde, c'est l'invective et l'insulte permanente sur la place publique. Donc il faut faire extrêmement attention. Il y a aujourd'hui quand même des puissances très fortes qui veulent nous faire croire que notre conception de la liberté d'expression ne serait pas en réalité la libre expression. C'est ce qu'a fait le vice-président américain à Munich. C'est exactement ce qu'il fait. Au moment où il refuse de voir le chancelier allemand en exercice pour aller voir l'extrême droite allemande en pleine campagne électorale. Et puis, il faut être à la hauteur. Je suis d'accord que les débats politiques aujourd'hui, sans doute, ne le sont pas. Il y a une insuffisance de travail souvent sur les sujets internationaux, de l'inconsistance et un peu de paresse et puis sans doute de la lâcheté. Alors il y a aussi des contre-exemples et je veux signaler en particulier le remarquable discours au Sénat du sénateur Claude Malhuret qui, comme souvent, a placé le débat à son juste niveau, me semble-t-il, et j'encourage tout le monde à aller l'écouter. C'est pas très long. En revanche, c'est extrêmement dense. Et puis, tout dernier point, c'est sur la mobilisation de l'exécutif. Moi, il me semble que c'est pertinent d'agir au niveau européen. C'est là que se situent aujourd'hui les choses, y compris sur les enjeux de défense. À l'évidence, la nouvelle coalition allemande, la future coalition allemande et le futur chancelier, là-dessus, sont eux aussi, en tout cas aujourd'hui, au bon niveau. Contrairement à ce qui a été longtemps sans doute une forme d'approche un peu timorée de l'Allemagne. Donc il y a des choses extrêmement fortes à construire là-dessus au niveau européen, en franco-allemand et avec des coalitions plus larges. Michaela Wiegel. Oui, pour poursuivre justement ce que Nicole et Matthias viennent d'exprimer, effectivement, moi j'étais frappée par la façon extrêmement convenue et sans surprise du débat à l'Assemblée nationale. On avait l'impression, on vit un bouleversement en direct et la réaction, c'est de retomber dans ses vieilles habitudes, aucune idée nouvelle. Et je pense que le contraste est saisissant avec l'Allemagne et je dois vraiment le dire parce que la campagne électorale était en deçà des enjeux. On a très peu parlé d'ailleurs géopolitique, mais
à peine la coalition formée, on est encore au tout début, donc ça peut toujours ne pas aboutir. Les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates se sont mis d'accord sur des assouplissements du fameux frein à l'endettement et des dépenses qui vont aller au-delà des 500 milliards pour l'infrastructure, parce qu'effectivement, efforts de guerre et infrastructure vont de pair. Et donc, ça voudrait dire que la CDU, qui avait forgé à l'époque cette philosophie de la Schwarze-Null, de cette zéro noir, de ne pas faire d'endettement, a complètement mis de côté ses habitudes. Et je crois que c'est fascinant comment les partis français n'arrivent pas à se défaire de leurs vieilles habitudes. Et deuxième chose que j'observe, et c'est assez fascinant aussi, on le croyait quasiment politiquement mort, on pensait qu'après la dissolution ratée, dont on ne s'est pas privé tout le mal qu'on en pensait de le dire, Emmanuel Macron fait un retour spectaculaire sur la scène européenne. Il renoue avec ce qui était toujours son credo, c'est-à-dire, et il ne faut pas oublier qu'il a vécu de l'intérieur le premier mandat de Donald Trump, et donc il a, et pour l'avoir pu l'accompagner à Washington, il a essayer dès le départ de voir les marges de manœuvre des Européens avec Donald Trump. C'est lui qui était à l'origine et qui a préparé de longue date cette alliance avec ce renouveau de l'entente cordiale, si on peut dire, avec la Grande-Bretagne, et qui a aussi commencé à appliquer une nouvelle méthode dans le franco-allemand, c'est-à-dire ne pas attendre qu'une nouvelle coalition soit établie, mais dès maintenant trouver des terrains d'entente. Et je crois que donc ce qui est frappant, c'est que l'initiative est revenue au président de la République, et on voit bien que la France est le pays qui a un petit peu a le leadership en Europe et qui pousse, alors que sa situation financière est quand même dramatique. Donc, c'est quand même une astuce assez formidable. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas dangereuse, mais je crois aussi à travers cette proposition d'entamer enfin un dialogue stratégique sur la dissuasion nucléaire, le président français fait aussi redécouvrir aux Français l'importance de l'héritage gaullien, parce que force est de constater que beaucoup de Français aussi ont oublié ce que voulait dire dissuasion nucléaire, on a très peu parlé de la stratégie française. Il y avait ce discours à l'école de guerre, mais on peut dire que dans l'opinion publique, ce n'était pas dans les années passées un sujet très prédominant, et on voit bien que c'est un point où la France est à l'initiative, parce que alors que toutes les autres propositions émanant d'autres pays ont laissé Vladimir Poutine de marbre, là, Vladimir Poutine a réagi. Et donc, je pense que c'est très intéressant de voir une classe politique en décalage avec les bouleversements du monde, et en même temps, un président français affaibli qui reprend l'initiative, et j'attends de voir la suite. Akram Belkaïd. Oui, alors plusieurs points. On parle beaucoup de désordre du monde, mais commençons par rappeler que nous vivons en France une situation de désordre politique. On a eu un moment important à l'été dernier, des élections européennes, puis une dissolution ratée, un gouvernement et une coalition faite de briques et de broc. Donc je pense que ça pèse aussi sur la capacité des acteurs politiques français à mener un débat serein, puisqu'on a beaucoup d'arrière-pensées et qu'on a une date qui se profile, qui est celle de 2027, où chacun ne pense qu'à ça, quelle que soit la situation du monde. Donc ça, je pense que c'est assez important. On paye les conséquences d'une situation politique qui est loin d'être stabilisée et loin d'être cohérente.
Ensuite, pour qu'il y ait un débat, il faut poser les questions. Il faut vraiment poser les questions et ne pas et s'éviter, je dirais, les grands effets de manche. Il y a deux questions, à mon sens, qui sont fondamentales parce qu'elles sont en toile de fond de toute la réflexion par rapport à l'Ukraine. La première, c'est est-ce que on peut considérer que demain, des Français mourront pour l'Ukraine ? C'est une question fondamentale. Ce n'est pas du tout une question alarmiste. Elle est sur la table. La deuxième question, c'est, et il faut des réponses, la Russie est-elle une menace directe pour la France, voire pour l'Europe de l'Ouest ? Et sur ces questions-là, on a besoin d'expertise, de débat, de réflexion, où toutes les voix peuvent être entendues. Or, ces deux débats, aujourd'hui, sont quasiment impossibles, parce qu'il faut adopter une position belliciste. Il faut ressortir des termes qui sont ceux de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup passer des termes comme munichois, comme abandon. Or, en relations internationales, il y a une théorie qui explique qu'il faut toujours se méfier du conflit sur lequel on se base pour projeter ses réflexions dans l'avenir. En Europe, notamment, on se base beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui structure nos réflexions, c'est ce qui structure nos stratégies. Or, on pourrait aussi réfléchir à la Première Guerre mondiale, qui s'est déclenchée uniquement par le jeu des alliances et par les obligations des uns et des autres de respecter les alliances. Je schématise. Donc pour moi, il ne peut pas y avoir de débat politique si on ne pose pas les bonnes questions et si on n'écoute pas les uns et les autres en termes d'expertise et de réflexion. Ensuite, sur Emmanuel Macron, j'ai tendance personnellement, et c'est un avis personnel, à toujours me méfier, pardon de le dire ainsi, des gens qui n'ont pas fait leur service militaire et qui parlent de la guerre. Pour moi, c'est un élément... Tu vas te méfier d'un nombre croissant de gens. Oui, mais pour moi, c'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental parce qu'on ne joue pas avec la chose militaire. Et d'ailleurs, les militaires eux-mêmes sont souvent les moins bellicistes dans leur discours. On entend aujourd'hui quelques généraux à la retraite qui sont obligés de faire le tour des chaînes d'information et qui donc savent ce qu'on attend d'eux. Mais je serais curieux de connaître les réflexions réelles de l'état-major français sur, par exemple, notre capacité à assurer pour toute l'Europe une dissuasion efficace. Et sur cette dissuasion, et je terminerai par ça, c'est très bien de la mettre sur la table, mais est-ce que ça veut dire qu'il faudra partager la décision ? Est-ce que les Français sont prêts à partager la décision ? Et si les Français ne partagent pas la décision, est-ce que je peux voir un chancelier allemand accepter de se mettre de mettre son sort entre les mains d'une décision qui serait prise par le président français ? C'est un vrai débat qu'il faut avoir là-dessus. Je ne suis pas sûr que ces choses-là puissent être réglées aussi facilement qu'on le dit. Nicole Nisotto. Oui, justement, je n'avais pas dans ma première intervention parlé du débat nucléaire, mais Akram me donne l'occasion maintenant de faire un point. La dissuasion française, c'est le consensus structurel français sur la défense. C'est vraiment ce qui réunit l'ensemble des partis politiques, et ceux depuis Mitterrand, qui avaient converti les communistes à la dissuasion nucléaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Mais c'est quelque chose de très fragile. Et donc, je rappelle d'ailleurs, moi j'étais membre de la commission du livre blanc français sur la sécurité et défense en 2013, et le président de la commission à l'époque, qui était Jean-Marie Guéhenno, avait reçu instruction de ne pas ouvrir le débat nucléaire tellement... c'était François Hollande à l'époque, tellement on sait que c'est fragile et que c'est la base de notre crédibilité politique, donc il ne faut pas ouvrir le débat. Donc, alors, je remarque... Pourquoi fragile ? D'accord. Je remarque qu'aujourd'hui, le président de la République non seulement parle d'une
possibilité d'extension, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, de la dissuasion française, mais souhaite un débat, un large débat. Sauf que je n'ai pas compris dans ses propos s'il souhaitait un débat avec ses partenaires européens ou un débat national. C'était pas clair, mais le débat national, je crois qu'il faut faire attention parce que s'il se fracture, c'est une partie de la crédibilité, et j'explique pourquoi. Quand un État possède la dissuasion nucléaire, il y a trois... L'équation, c'est une équation à 3 dimensions. Il faut que les 3 soient tenus ensemble. Il faut être crédible technologiquement pour faire peur à l'adversaire. Il faut être, si on veut l'étendre, crédible politiquement pour que les alliés se sentent rassurés. Mais il faut être accepté par l'opinion publique. Il faut que cette extension éventuelle soit acceptée par l'opinion publique. Or, aujourd'hui, on l'a vu, pour le LFI et RN, c'est hors de question. Et donc, là, je pense que le président a raison de vouloir un débat, mais c'est un débat qu'il faudrait informer. Moi, je suis paniquée d'entendre tout et n'importe quoi sur les radios en ce moment en matière de dissuasion. Et pour répondre à Akram, la décision française ne se partagera jamais. C'est simple, jamais. Pourquoi ? Parce que c'est le propre de la dissuasion nucléaire. C'est une chaîne de commandement unique qui arrive au président de la République française. De même que pour les Britanniques. Les Britanniques ont un statut un peu particulier puisqu'ils sont dépendants des Américains technologiquement, mais il y a, dans l'accord américano-britannique, il est dit que le Royaume-Uni est maître de sa décision pour la défense des intérêts du Royaume-Uni. Pour ce qui est de l'OTAN, c'est pas le Royaume-Uni, c'est l'Amérique. Mais bon, donc, la décision française ne se partagera jamais et nos partenaires n'ont aucune illusion à ce niveau-là. Quand la dissuasion élargie américaine, par exemple, suppose que les Allemands, notamment, sont membres de la discussion nucléaire au sein de l'OTAN, sont membres du NPG, les Allemands possèdent une base en Allemagne qui a un statut d'extraterritorialité, c'est pas un morceau allemand, c'est un morceau d'Amérique en Allemagne où sont entreposées des bombes nucléaires intermédiaires, mais les Allemands savent qu'ils ne participeront jamais à la décision par les États-Unis d'étendre ou pas la dissuasion nucléaire. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Madame Le Pen, dans le débat, a fait exprès de ne pas le savoir, ou alors peut-être qu'elle ne le sait pas. Quand elle a dit partager la dissuasion, c'est l'abolir. Donc je crois qu'il faut faire très attention, et moi personnellement, sur cette dissuasion élargie française, éventuellement, je crois qu'il faut 2 conditions pour qu'elle se fasse. 1, que la menace russe soit vraiment sévère contre un pays européen. 2, que l'Amérique ait totalement abandonné l'Europe et soit sortie de l'OTAN, parce que tant qu'il y a une incertitude. Et 3, il faut tenir mes 3 équations, on ne peut pas protéger les 27. Matthias Fekl. Alors, sur le débat nucléaire, il me semble que le président de la République a raison d'ouvrir le débat européen et d'ouvrir le débat franco-allemand, pas sur un partage, parce qu'effectivement, ça risquerait de conduire à la paralysie de la dissuasion, et donc une dissuasion paralysée ne dissuade pas grand monde, mais réfléchir à ce qui potentiellement doit remplacer l'OTAN, dès lors que un des principaux membres fondateurs de l'OTAN n'est plus aujourd'hui un partenaire fiable, me semble tout à fait dans son rôle. Alors moi, je ne lui ferai pas le procès sur le service, pour l'avoir pas fait non plus, parce que ça, c'est un sujet générationnel. C'est-à-dire que on n'a pas grugé pour pas faire le service, et il n'y avait plus de service. Donc, en revanche, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que le président a une responsabilité très lourde dans cette période, et le précédent du Covid montre qu'il a quand même tendance à surjouer et à se griser dans ces moments-là, en ayant presque une forme de jubilation sur ces moments tragiques qui le remettent en selle. Et ça, c'est très dangereux, surtout quand on joue avec l'avenir de nos enfants, quand on joue avec l'avenir du pays. Je ne dis pas qu'il joue aujourd'hui. Encore une fois, j'ai dit qu'il me semblait que ces démarches européennes étaient positives, mais faire très attention, parce que pendant le Covid, il avait tellement surjoué qu'à la fin, c'est son Premier ministre, au fond, qui était le repère de stabilité, là où lui était en guerre en permanence contre un virus et en rajoutait. Alors, il faut que l'arrivée du nouveau chancelier se traduise aussi, je crois, par une approche extrêmement, extrêmement forte là-dessus. Et puis, attention, parce que au niveau international, c'est quand même le président de la République qui, juste après son élection, a reçu Donald Trump sur les Champs-Élysées au moment où toute la communauté internationale était pour le moins circonspecte. C'est lui qui a beaucoup discuté avec Poutine. Donc, c'est pas non plus comme s'il y avait une omniscience en matière internationale et comme si tous ces choix passés avaient été pertinents.
tout comme le désordre politique intérieur aujourd'hui est quand même la résultante directe de la décision de dissoudre. Je ne dis pas que tout vient de là, je ne dis pas que les partis et la vie politique française est en bon état par ailleurs. Donc attention, et j'espère que ce qui, depuis quelques jours, me semble un bon positionnement et une bonne approche de sa part, ne déraille pas et reste maîtrisé, contrôlé, et là aussi au niveau où l'intervention doit se placer. Michaela Wiegel. Oui, tout d'abord, je voudrais revenir à cette idée que sur la paix et la guerre, que des hommes qui ont fait leur service pouvaient décider. Je trouve c'est un peu, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais je trouve c'est d'exclure d'office toutes les femmes qui n'étaient pas concernées par le service militaire obligatoire. Et je trouve c'est un peu dommage de considérer que qu'il fallait avoir fait un service militaire pour pouvoir décider de ces sujets. Après, sur la dissuasion nucléaire, je pense effectivement, et je l'ai vécu très précisément au moment où l'Allemagne devait faire une décision sur les avions qui allaient porter les bombes nucléaires américaine, à Büchel, comme Nicole l'a mentionné, c'est une extraterritorialité en Allemagne. Et j'ai vu l'incompréhension parce que ce partage nucléaire qui existe actuellement est très mal compris en France. Alors, il n'est pas vrai qu'on n'a aucun moyen de décision. On a le moyen de décision de dire que nos pilotes et nos avions ne vont pas décoller. Donc, on a une décision par la négative, mais on peut pas, on n'a pas de décision sur l'emploi. Donc ça, je pense, c'est un aspect très important qui sera certainement aussi discuté. Alors, je crois que c'était très important que dans son adresse télévisée, le président de la République ait précisé que la chaîne de commandement restera la même, quoi qu'il arrive. Et effectivement, il se posera, je pense, très rapidement la question des têtes nucléaires. La France est dans une stricte suffisance, dans une doctrine de stricte suffisance, mais effectivement, si on veut protéger d'autres pays, ça pourrait ne plus être la stricte suffisance. Et la question que je vois aussi, c'est est-ce que c'est en supplément ou en ersatz pour combler en quelque sorte les doutes sur le parapluie nucléaire américain. Et je crois sur ce point, c'est pas aussi clair qu'on veut bien le croire. Moi, d'après ce que j'ai compris, le président Macron est dans une continuité. D'ailleurs, il y a Tom Enders, l'ancien président d'Airbus, qui raconte quand le président Sarkozy est allé voir Angela Merkel pour parler dissuasion nucléaire et qui dit on avait l'impression qu'elle allait se cacher sous son bureau tellement elle voulait pas aborder ce sujet. Donc, le président Macron n'est pas le premier qui fait cette proposition. Il y a une longue succession de présidents français qui ont essayé d'en parler aux Allemands parce qu'il y a bien sûr la question du financement. Ça coûte très, très cher d'entretenir une dissuasion nucléaire et un peu de financement allemand sera certainement bienvenu. Donc, je crois toutes ces questions sont sur la table et je ne vois pas pourquoi on devrait s'empêcher d'avoir ce débat. Moi, je vois plutôt une possibilité d'avoir un supplément que quelque chose qui remplace les Américains et je crois c'est tout à fait favorable et dans le sens du traité d'Aix-la-Chapelle qu'on a un peu vite oublié après la signature. Nicole Lisoto. Oui, juste pour continuer sur ce débat. D'abord sur le financement. Je n'imagine pas une seconde un président de la République, quel qu'il soit, accepter que sa dissuasion nucléaire soit dépendante d'une décision budgétaire du Bundestag. Ça n'est pas, à mon avis, ça n'est pas concevable. En revanche, qu'il y ait un partage du fardeau, et notamment du fardeau des forces classiques, des forces conventionnelles françaises, en partie par l'Allemagne, ça me paraît peut-être plus envisageable. Deuxièmement, sur le dépôt d'armes nucléaires ailleurs que sur le territoire national pour marquer l'extension de la dissuasion, ça n'est pas obligatoire.
Les Américains le font parce qu'ils sont très très loin. Ils sont à 8000 kilomètres. Et donc, ça rassurait les Allemands d'avoir ce couplage nucléaire. La France, elle est dans l'Allemagne, si je puis dire. Enfin, on est le même pays, le même territoire. Et donc, l'idée d'un prépositionnement, comme on disait, me paraît pas être obligatoire. Je ne dis pas que c'est interdit, mais me paraît pas obligatoire. Et Michaela se souvient certainement du débat nucléaire dans les années 80, quand les Français avaient des armes nucléaires tactiques et les Allemands étaient furieux parce que ces armes... Les Plutons. Ne tombaient que, les Plutons et les Hadès ne pouvaient tomber qu'en Allemagne. Donc je ne crois pas non plus, on peut parfaitement avoir une extension de la garantie française qui ne soit pas matérialisée sur le terrain, ou alors matérialisée peut-être par des mirages, mais sans non armés, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut voir ce point. Et troisièmement, est-ce que ce serait cette extension de la garantie française, ce serait une alternative ou un supplément à la dissuasion des Américains dans le cadre de l'OTAN? D'abord, je dirais de la dissuasion française, elle ne se conçoit, si on l'étend, qu'avec un accord des Britanniques pour faire la même chose. Autrement dit, c'est le franco-britannique qui sera, même si là aussi ça posera un problème, parce qu'il faudrait que les deux soient d'accord. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir aussi l'arsenal britannique dans notre capital européen, si je puis dire. Mais ça se conçoit évidemment dans la continuité. Tant que les Américains ne sortent pas non du traité et de la structure militaire intégrée de l'OTAN, on peut penser que leur dissuasion nucléaire fonctionne. Et d'ailleurs, la continuité avec la dissuasion française et britannique, elle a été marquée dès 1974 par la déclaration d'Ottawa, où l'OTAN reconnaît, ou l'Amérique reconnaît pour la première fois, que les dissuasions françaises et britanniques contribuent à la dissuasion globale de l'Alliance Atlantique. C'est une citation exacte. Donc, je crois que l'intelligence, c'est de faire les deux en même temps, et même avec l'accord des Américains. Ce serait mieux que les Américains ne nous mettent pas des bâtons dans les rues pour faire ça. Parce que l'idée, c'est que si un jour l'Amérique n'est pas là, qu'on ait effectivement ce remplacement. Mais pour reprendre ce que disait Akram tout à l'heure sur la dominante belliciste dans le débat, quel est l'autre discours qui pourrait être entendu, étant donné qu'on a essayé autre chose? C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de Minsk quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Poutine a donné sa parole, et on voit que depuis, sa parole a été violée par lui-même allègrement et sans le moindre... Donc, quel est le discours raisonnable, sensible, vraisemblable, réaliste, qui peut être opposé, non pas au bellicisme, le bellicisme est idiot, et en effet, je suis de l'avis d'Akram, il y a un certain nombre de gens qui viennent rouler des mécaniques dans les studios de télévision des chaînes d'information directe. Et je suis d'accord aussi sur le fait que de toute façon, les militaires veulent jamais faire la guerre. C'est une constante de toute l'histoire militaire. Quand les gouvernements se retournent vers eux, ils disent « Oui, mais il nous manque encore des trucs, on n'est pas tout à fait prêt, on va y aller. » Mais, et que c'est vrai aussi qu'ils savent ce que c'est que la guerre et que par conséquent, ils l'envisagent avec moins de légèreté qu'un certain nombre de civils, surtout quand ce sont des civils qui ont passé l'âge d'être mobilisés. Mais je reviens à ma question. Quel est l'autre discours audible de bonne foi qu'on peut faire en face d'un pays dont on sait que sa parole n'est jamais sûre, pour dire les choses sous une forme de litote? Alors, je ne suis pas homme politique, mais il me semble qu'un cocktail, un alliage fin de mesures de fermeté, mais aussi de diplomatie et de négociation continue est nécessaire. C'est la marche du monde. C'est comme ça qu'on a réglé beaucoup de grandes crises. Actuellement, lorsque on a justement ces discussions, ces débats bellicistes, ces menaces qui sont finalement formulées, même si c'est en cas de légitime défense, mais il n'en demeure pas moins qu'on signifie à l'adversaire potentiel qu'on est prêt à frapper, je ne suis pas sûr que ça arrange les choses. J'espère, peut-être que nous ne sommes pas au courant, j'espère qu'il y a des négociations qui continuent à être menées. En cela, et je rebondis sur ce qui a été dit, je ne suis pas sûr que la question de la confiscation des biens russes soit une bonne idée. D'abord, c'est un signal catastrophique au reste de la planète,
Mais je vois cette idée qui au début était écartée par tout le monde, qui recommence à revenir de manière un peu régulière. Je rappelle que ça a été déjà fait par le passé. Des pays, je pense notamment à l'Irak, qui a été obligé de rembourser le Koweït à partir de ses avoirs confisqués, en tout cas gelés. C'est jamais bon, dans ce genre de contexte, d'avoir ce genre d'approche. Et je dirais que, pour en revenir à Minsk, moi, j'aimerais bien qu'on ait un jour de nouveau un débat sur pourquoi Minsk n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que Minsk n'a pas fonctionné ? Et là aussi, on lit beaucoup de choses qui sont totalement contradictoires. On fait porter à Poutine la responsabilité de l'échec de Minsk, mais vous avez des textes, je pense notamment à ce politiste américain Mearsheimer, qui, lui, affirme clairement, c'est pourtant pas un poutiniste enragé, qui affirme que la responsabilité, elle est partagée par les deux camps. Et donc, attention à ne pas, je dirais, décider, parce que chaque acteur a sa rationalité. Et quand on oublie que les acteurs sont rationnels dans ce type d'affrontement diplomatique, on risque de faire de mauvais choix. Je crois en tout cas qu'il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que l'idée de faire parade de ses muscles et au lieu d'envisager des négociations, je pense à l'exemple de l'Algérie, où on voit la manière dont Bruno Retailleau va expliquer que on va voir ce qu'on va voir, etc. Il y a quelque chose qui fait que la classe politique semble il se anonise, si le mot, et que donc, un côté tarte à gueule à la récré qui est particulièrement, comment dirais-je, à la fois risible, pitoyable et dangereux, et quand on se souvient de ce que c'est qu'en plus que la tradition de la diplomatie en France et en Europe. Michaela Figel. Oui, je voulais dire un mot sur la confiscation des biens. Effectivement, il y a un débat public, mais ni la France ni l'Allemagne sont en faveur de la confiscation des biens russes. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est uniquement d'utiliser les taux d'intérêt sur ces avoirs. Donc, il n'y a aucune appropriation ou expropriation de ces avoirs. Mais effectivement, et je pense en cela la démarche européenne telle que je la lis après le sommet européen, elle est une démarche plutôt pacificateur, parce qu'on dit sur ces biens russes, on décidera au dernier moment, quand on aura véritablement sur la table un accord de paix pour voir comment financer la reconstruction en Ukraine. Et ce sera du donnant-donnant. Et je voudrais dire un mot sur effectivement, il y a dans le débat public beaucoup de voix bellicistes, mais je trouve quand même que la démarche qui est une réponse à Minsk, de dire commençons par un trêve qu'on peut vérifier, c'est-à-dire un trêve dans les airs et dans la mer, parce que avec des moyens militaires limités, on peut contrôler, et je crois le troisième aspect, c'était les infrastructures stratégiques comme l'électricité, les centrales nucléaires. Commençons par voir si Poutine est réellement prêt à accepter, à respecter une trêve. Et parce qu'on parle toujours comme si Poutine, d'un coup, par la grâce de l'élection de Donald Trump, était redevenu quelqu'un qui voulait des négociations. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que toutes les tentatives, aussi bien le chancelier allemand, il a téléphoné avec Poutine très récemment encore, et toutes les tentatives ont échoué. Poutine n'a montré aucune volonté de revenir à la table des négociations. Donc, ce qui va se passer la semaine prochaine à Riyad va donner une indication si la Russie est vraiment prête à réellement avancer. Et je pense que cette idée de trêve qu'on peut contrôler est une idée bien européenne avec des moyens d'examen. Mathias Fekl. Oui, sur la responsabilité, pour avoir été, sauf erreur de ma part, le premier membre du gouvernement français à me rendre dans le Donbass et à Mariupol, je m'inscris totalement en faux sur on peut avoir le débat, mais sur les responsabilités. Pour avoir beaucoup discuté à l'époque avec notre remarquable ambassadrice sur place en Ukraine, Isabelle Dumont, avec nos ambassadeurs successifs à Moscou,
pour moi, les choses sont clairement établies. On a vu sur place la désinformation, la manipulation, les milices totalement à la solde du Kremlin, déguisées en indépendantistes. Enfin, pour moi, là-dessus, les choses sont assez claires, mais ça mériterait un débat à part entière, et y compris, bien sûr, en regardant les différentes expertises. Voilà ce que je voulais simplement compléter. Nicole Oui, Bisotto. moi je suis d'accord sur le fait que la signature de Poutine ne vaut pas grand-chose. Mais je rappelle qu'on est dans une situation où la signature de Trump non plus, à nos yeux, ne vaut plus grand-chose. Et c'est pour ça que je crois que les Européens, et Macron a raison d'insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait l'Ukraine d'abord pour vérifier que ce qu'on signe, et que les Européens soient là un peu comme arbitres, enfin pour vérifier que ce qu'on signe est ancré dans des conditions de possibilité. Et la condition de possibilité, c'est qu'après l'accord, il y ait des forces sur le terrain, qui ne sont pas des forces combattantes, mais qui sont des forces qui vérifient que ce qui a été signé en matière de cessez-le-feu se passe. Simplement, si ça ne se passe pas, qu'est-ce qui se passe? Si les Russes attaquent quand même, à ce moment-là, ces forces ont le droit de se défendre, c'est-à-dire elles deviennent non pas des forces de combat, mais des forces d'autodéfense, et elles allument le feu dans les capitales européennes. Donc ça, c'est un premier point. La signature de Trump, aujourd'hui, me semble-t-il, ne vaut pas plus que la signature de Poutine. Deuxièmement, sur Minsk, moi, je crois aussi que les torts sont partagés. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais ce qui me paraît quand même là aussi évident, c'est que, admettons, les Russes ont trahi les accords de Minsk, qui n'étaient pas un traité en bonne et due forme d'ailleurs, mais qu'on n'a rien fait. On a laissé faire. Autrement dit, c'est une espèce de trahison, entre guillemets, au deuxième niveau. Pareil pour la Crimée, il n'y avait pas d'accord sur la Crimée, mais le droit international faisait que la Crimée était un morceau de l'Ukraine. Les Russes le prennent, on n'a rien fait. Autrement dit, la parole des Occidentaux, elle est parfois sujette à caution. Et dernier point donc, c'est pour ça, effectivement, que la seule façon d'ancrer la signature de Poutine dans une réalité durable, parce qu'il faut que ça dure plus que 3 mois, il faut que ça dure 30 ans. La seule façon, c'est effectivement de coupler la diplomatie avec de la force au sol. Si Pierre Asner était là, il reparlerait du wilsonisme botté. Il nous faut une diplomatie européenne bottée. Oui, avec un sujet qu'on n'a pas abordé, qui n'a pas été, sauf erreur de ma part, abordé par le président de la République, qui est l'arme des sanctions. Exact. Qui sont actuellement en vigueur et qui changent la donne par rapport à la première invasion, j'allais dire soviétique, par la première invasion russe. Michaela Wiegel. Oui, je voulais dire un mot sur... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vit un momentum gaulien actuellement. On est réellement en face des intérêts européens qui divergent des intérêts des États-Unis, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le plan de Trump, il n'est pas sans aucune rationalité. Son idée, c'est en quelque sorte de découpler la Russie de la Chine et à travers, alors c'est sur un autre papier s'il va réussir, mais c'est pour ça, pour lui, l'Ukraine, ce n'est pas quelque chose de stratégique. Ce qu'il veut, c'est un reset, c'est un redémarrage avec des relations avec la Russie. D'ailleurs, dans l'histoire des États-Unis, ça a toujours eu lieu. Et je crois que nous sommes effectivement dans un cas de figure où, pour nous, tous les jours, la Russie est une menace, parce qu'on a les cyberattaques, on a effectivement de plus en plus d'actions hostiles sur le ministre de la Défense, Le Cornu, en a fait part la semaine dernière, sur les avions, sur les bateaux français où les Russes s'approchent pour faire un peu peur, pour jouer en quelque sorte de la provocation. Et je pense que donc nous sommes aujourd'hui dans ce cas de figure où les intérêts américains ne sont plus les mêmes que les intérêts européens. Nicole Bisotto. Je suis ravie de commenter cette dernière phrase, parce que la grande décision du général de Gaulle de quitter l'OTAN en 1966, c'est parce qu'il pensait que les intérêts français
ne correspondait plus aux intérêts américains. Mais tous les Européens étaient contre lui et tous les Européens ne voyaient pas cette fracture. Le moment que l'on vit aujourd'hui, c'est quand même la victoire de la pensée du général de Gaulle, c'est-à-dire on ne peut pas se fier à 100% à la puissance américaine parce qu'elle est très loin, pas pour des raisons idéologiques, parce qu'elle est très loin, parce que ses intérêts sont différents, etc. etc. Et donc, voilà, sans faire des cocoricots, oui, la France avait raison. On peut dire que les Polonais avaient toujours raison de dire que la Russie était menaçante, mais les Français avaient toujours raison de dire que les États-Unis n'étaient pas fiables. Et un dernier mot, moi, ce que je trouve intéressant, là, au niveau de l'analyse, c'est que Trump fait à l'envers ce que De Gaulle a fait en 66. En 66, on s'est retiré de la structure militaire de l'OTAN pour garder notre marge de manœuvre militaire, mais on est resté membre de l'Alliance Atlantique et solidaire des Américains à Cuba, rappelez-vous. Ce que fait Trump, c'est l'inverse. Il reste dans la structure militaire intégrée de l'OTAN, c'est-à-dire il ne dit rien sur là, mais il se retire de l'alliance politique avec l'Europe, et ça, c'est très grave. Akram Belkaïd. Oui, sur tout ce qui est déployé et sur l'Europe, ce constat qui est tout de même sans appel, c'est l'incapacité aussi des Européens à impliquer un partenaire de taille qui est la Chine dans cette affaire. La diplomatie européenne s'est avérée incapable, mais totalement incapable, d'essayer de convaincre les Chinois de peser sur ce conflit. Et donc ça, c'est aussi, ça en dit long sur, je dirais, la faiblesse structurelle des capacités de manœuvre de l'Europe. Alors quand j'entends, bien entendu, c'est vrai que maintenant, ça y est, le parapluie américain s'est retiré, s'est refermé. Quand j'entends qu'il faut de l'Europe, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, sachons d'où on part aussi. Et je ne parle même pas de l'importance des investissements, parce que j'entends parler d'économie de guerre, d'industrie, mais regardons d'où on part. Là, encore une fois, il suffit de lire, parce que c'était le sens de ma remarque aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que il est bien plus facile de parler de la guerre que de la faire. Et je n'exclus pas les femmes de la décision ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve que souvent, quand on lit par exemple les rapports d'intervention de l'armée française au Sahel, on est frappé par les témoignages des soldats sur l'ancienneté du matériel. Quand on lit leur obligation d'aller acheter du matériel sur Internet, etc. Et tout. Donc on parle là aussi de très très loin. Ça veut dire que le facteur temps, je veux bien qu'on fasse des eurobonds demain pour financer l'effort de guerre, etc. Mais convenons tout de même et disons à l'opinion publique qu'on part de très très loin et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et que le temps presse et que ça peut peser aussi sur les décisions à prendre. On n'aura pas une armée européenne combative de sitôt. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais introduire sous la forme de 2 brèves. La première, c'est de recommander à tous ceux qui s'intéressent à ces questions de politique internationale et notamment de la situation en Europe, de réécouter ou de découvrir l'émission que nous avions consacrée aux pays baltes avec Yves Placereau, qui est dont aussi bien l'audio que le compendium sont disponibles sur le site du Nouvel Esprit Public, et je pense que c'est un très bon moyen de rafraîchir les idées qu'on peut avoir sur la situation en Europe et notamment sur les positions et les dangers que la Russie peut présenter. Puis l'autre est une proposition plus légère qui consiste à aller voir à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où on ne va jamais assez, parce qu'il y a ce musée des monuments français qui est une chose tout à fait extraordinaire, avec tous les moulages. On peut passer de la cathédrale de Rodez à la cathédrale de Chartres, en passant par le palais de Jacques Coeur à Strasbourg, et d'innombrables autres monuments qui ont été moulés et qui sont reproduits dans ce gigantesque palais de Chaillot, mais il y a une exposition au sous-sol sur les grands magasins. C'est la 3e exposition en très peu de temps. Il y en a eu une à Caen, il y en a une au musée des Arts Décoratifs, il y en a une maintenant, c'est pas tout à fait la même, enfin c'est pas la même en même temps, évidemment, il s'agit du même sujet, mais je trouve que c'est très intéressant que nous soyons en train de dire adieu à une forme de commerce qui mérite d'être revisitée pour qu'on se souvienne un peu de ce qui est en train de disparaître, parce que il se trouve que les choses sont amenées à ne durer qu'un certain temps, et
En même temps, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Michaela Wiegel. Oui, moi aussi, je m'occupe d'une époque révolue. J'ai découvert un peu sur le tard une pièce de théâtre, Guten Tag, Madame Merkel. Alors déjà, c'est assez drôle que, alors qu'en Allemagne, je crois, ça ne viendrait à l'esprit de personne de consacrer une pièce de théâtre à notre ancienne chancelière. Là, c'est fait avec beaucoup d'humour et beaucoup de finesse aussi. C'est bien sûr un regard français sur Madame Merkel, mais c'est aussi un regard sur toute une époque, sur des présidents français et sur des bouleversements qui, à l'époque, étaient quand même beaucoup plus heureux, la chute du mur, le passé de Madame Merkel. Donc, je recommande pour ceux qui veulent jeter un regard un peu ludique sur les 16 dernières années à la Pépinière, cette pièce de théâtre qui est une one-woman show, comme on dit en bon français. C'est Anna Fournier qui a le rôle principal et qui a aussi écrit la pièce. Akram Belkaïd. Alors Philippe va être content parce qu'on va faire du journalisme de suivi. J'avais déjà présenté le premier tome d'une bande dessinée d'un auteur algérien qui s'appelait Rouama, donc ça désigne les Roumis, les Français. C'était ainsi qu'on appelait le bâtiment où il vivait. Et là, le tome 2, chez Dargaud, de Salim Zerouki, raconte son adolescence dans l'Algérie de la décennie noire, c'est-à-dire la guerre civile. Donc si ce sujet, qui est un sujet brûlant, vous intéresse, et à défaut de vous fader des romans au style lourdingue, eh bien moi je conseille cette bande dessinée parce qu'on voit à quel point cette jeunesse algérienne a vécu quelque chose de terrible. Elle voulait vivre, elle regardait à la télévision, parce qu'à l'époque c'était déjà les paraboles, on captait les chaînes françaises. Donc on regardait les feuilles tomber vers les Hills, mais en même temps à l'extérieur il y avait le couvre-feu, les assassinats, les attentats. Et c'est là où on voit aussi à travers cette bande dessinée à quel point, puisque c'est d'actualité, à quel point l'arrière-plan, la toile française est toujours présente en Algérie, quels que soient les milieux, quels que soient les pans de la société algérienne. C'est une bande dessinée assez passionnante à lire. J'avais acheté et lu sur les indications d'Akram le premier tome et je vais donc acheter le deuxième. Nicole Lisoto. Le temps va tellement vite que les ouvrages de géopolitique sont périmés très vite. Donc, du coup, il faut lire beaucoup plus les revues. Et là, je voudrais donc signaler 2 revues et 2 articles dans chacune de ces revues. La première, c'est un long entretien de Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Sécurité et de la Défense nationale, sur l'Ukraine, l'Europe, la défense européenne, la dissuasion élargie, dans la revue en ligne qui s'appelle Le Grand Continent. Et c'est une façon, je ne sais pas si on l'a déjà fait dans cette émission, mais pour moi, de rendre hommage à cette revue qui est vraiment, sur les 10 dernières années, la création la plus intelligente que je connaisse si on s'intéresse à la géopolitique en général. Le Grand Continent date de 2019, ça a été créé par un petit groupe de normaliens qui sont maintenant devenus des espèces de stars, peut-être un peu trop d'ailleurs dans le débat. Bon, ils ne sont pas l'air de se comporter de manière abusive comme des stars, et je pense qu'autour de cette table et même au-delà, il y a une forte unanimité autour de l'intérêt de leur il faut le dire parce que c'est vraiment très très bien. Et donc cet entretien fait par Matteo Malik de Louis Gauthier est très intéressant sur tous les sujets qu'on a abordés ce matin. Et le deuxième numéro de revue qui vient de sortir et que j'ai trouvé aussi pertinent, up to the point, comme disent les Français, c'est la dernière livraison de la revue Politique étrangère de l'IFRI, avec 2 dossiers extrêmement d'actualité. Un, les Outre-mer français. Je crois que ça a une espèce de bombe à retardement que nous avons sous nos pieds et qu'il faudrait regarder de près. Et 2, l'Ukraine, et en particulier un article remarquable, comme tout ce qu'il fait, de Pierre Vimont. Pierre Vimont a été un grand diplomate, est ambassadeur de France aujourd'hui, a été un des grands diplomates français et un des grands diplomates européens. Et donc là, il donne une espèce de somme avec des recommandations sur la gestion de l'Ukraine que je trouve également très nécessaire.
Pierre Vimont était directeur de cabinet de... Pardon ? Non, pardon. Non, il a été le directeur de cabinet de Dominique de Villepin. De Dominique de Absolument. Villepin. Et c'est lui qui est représenté, Oui. incarné Donc, par Nils Arestrup dans le film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay. Dont Dominique de Villepin disait « c'est vraiment très en dessous de la réalité ». Mathias Fekl. Le Grand Continent, c'est remarquable. Leur site, c'est legrandcontinent.eu et c'est une approche mondiale des problèmes. C'est vraiment très bien fait. Moi, je voulais simplement, dans mes brèves, dire que j'étais en train de lire le livre de Philip Roth, The Plot Against America, c'est-à-dire le complot contre l'Amérique, qui imagine, bon, il a une vingtaine d'années, ce livre, et il imagine qu'en 1940, ce n'est pas Roosevelt qui gagne l'élection présidentielle, mais Lindbergh, à la fois aviateur assez génial et pro-nazi. Donc, toute chose égale par ailleurs, il y a le côté un peu loufoque de Musk, et puis il y a un projet réactionnaire d'extrême droite qui s'empare de la Maison-Blanche, avec tout ce que ça répand ensuite dans la société américaine comme peur, comme antisémitisme, qui est toujours le précurseur ensuite de toutes les autres violences qui le suivent. Voilà, c'est pas un livre qui, donne forcément espoir dans cette terrible époque, mais qui remet bien les idées en place. Avec tout le talent littéraire, évidemment, de ce magnifique auteur. Et il y a une série, une mini-série qui a été tirée de ça, qui est aussi très bien faite. Une série... Une série télévisée. Je savais pas, mais sur quel la canal regarderai. nous chercherons et nous le mettrons dans le compendium de cette émission. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en rédiger le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire veille à toutes les questions qui touche les plateformes de financement. Adrien Beccaria a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, tandis que Julien Neuville et Nouvelles Écoutes la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la dernière conversation avec Stéphane Le Rouge sur la musique de film et plus particulièrement sur Michel Legrand, et dimanche prochain pour notre émission en public à l'École alsacienne à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire.